l'actualité telle que je l'entendais à la radio tout à l'heure, telle que je l'ai lue dans les journaux, y compris hier ou d'hier, c'est à croire que c'est un fait exprès. L'actualité tourne autour de ce qui est appelé dans cet éditorial malaise de la démocratie. Je trouve que le mot d'ailleurs, le malaise est un peu faible, avec les turpitudes de la situation créée au Moyen-Orient, notamment par les déclarations contradictoires et parfois ridicules du président des États-Unis, pas n'importe quel pays, la réplique du président turc, pas n'importe qui non plus, qui est, paraît-il, le président d'un pays allié des États-Unis et de l'OTAN, qui menace tout simplement d'envoyer des millions de migrants comme de chair à canon à travers l'Europe. Dans le malaise de la démocratie, il ne suffit pas d'aller aussi loin. Regardez dans notre pays tous les cafouillages, excusez le mot, autour de l'incendie de l'usine à Rouen. Contradictions, les incertitudes, la gêne créée, le mot encore est faible, dans l'opinion publique, si bien le voisinage de cette usine que la France tout entière. Pour remonter un tout petit peu plus loin, mais ça n'est pas terminé, ce qu'on appelait la crise des Gilets jaunes, le grand débat, et actuellement la Convention citoyenne sur le dérèglement climatique, tout cela témoigne d'une question qu'on va poser aujourd'hui, et c'est normal que le club démocratie, au pluriel, s'intéresse à cette question de démocratie, toujours avec un point d'interrogation. Poser cette question, c'est presque une évidence pour nous, pour ce club. J'ai l'impression que la démocratie recule, c'est une idée apparemment communément admise, avec la contestation de la démocratie représentative, la dénonciation des élites, l'appel au peuple, porté par plusieurs partis en Europe occidentale, la remise en cause de l'indépendance de la presse et de la justice, de la logique de la séparation des pouvoirs dans plusieurs pays d'Europe orientale, le rejet du pluralisme, l'utilisation massive du mensonge politique, qui devient, avec les modes de communication actuels, une évidence. J'allais dire, il y a un siècle, 50 ans, ou même 20 ans, on pouvait mentir en politique sans que ça se voit tout de suite. Aujourd'hui, ça se voit tout de suite. Et en plus, c'est doublé de mensonges dans l'information, dont le système d'information n'est pas toujours le responsable. Et le citoyen, là-dedans, est totalement perdu et il met en cause la démocratie sans savoir très bien ce qu'il met en cause. Et je devrais rajouter aussi l'explosion du lobbying porteur d'intérêts particuliers, un phénomène qui n'est pas nouveau. Je me souviens toujours de la déclaration d'Eisenhower en quittant la Maison-Blanche des années 60, disant que ce qui menaçait le plus les États-Unis, la démocratie américaine, ce qui menaçait le plus les libertés, c'était l'existence d'un puissant lobby militaro-industriel, qui est quand même assez extraordinaire parce qu'il en a lui-même largement abusé pendant ses 2 mandats. Mais il savait de quoi il parlait, on en est toujours là. Alors, voilà où on en est aujourd'hui, voilà, contexte rapidement de procès. L'inquiétude, c'est que le cheminement que nous considérons, que beaucoup de nos concitoyens, en France en particulier, considèrent comme un cheminement nécessaire et souhaitable vers le modèle démocratique, ça n'est plus une évidence. Et vous avez, à la surprise peut-être de ceux qui ne connaissent pas bien l'histoire récente, un grand pays, un très grand pays comme la Chine, qui conteste ouvertement le bien fondé d'un système démocratique. Et on voit ce qui se passe à Hong Kong, justement, où une frange du peuple chinois refuse justement ce qui est considéré comme une évidence, comme un constat. Notre club a d'ailleurs examiné ces sujets au cours de différents colloques et débats. Je rappelle juste le thème « Le populisme, maladie, salut » ou moment critique de la démocratie, avec un point d'interrogation bien sûr,
avec Federico Tarragoni, qui est en mai de cette année. Il y a eu le colloque que nous avons réalisé à l'Assemblée nationale sur l'argent et ses dérives en février 2017, et un dîner-débat sur la liberté de l'information en décembre 2016, pour ne citer que les événements les plus importants qui se rapportent à ce sujet de la démocratie. Évidemment, nous n'allons pas aujourd'hui, dans cette modeste enceinte, avec cette modeste assistance, mais avec de nombreux intervenants de qualité que nous saluerons tout à l'heure individuellement, n'ont pas la prétention d'épuiser cette question, mais ce que nous voudrions, c'est aider à comprendre les mouvements de fond qui traversent nos sociétés dites libérales, y compris sous l'éclairage des nouvelles technologies et de l'accélération du temps qui les caractérise. Le colloque, vous l'avez vu, comprendra 3 parties. La première sur l'état des lieux, la deuxième sur un modèle en crise, et la troisième partie sur, qui est très prétentieuse, mais on ne peut que terminer ainsi, quel remède pour répondre à cette crise après avoir fait l'état des lieux. Pour ce colloque, nous avons bâti un partenariat avec une association très connue dans le sud de la France qui s'appelle le GREP, le Groupement de recherche pour l'éducation et la prospective, dont le siège est à Toulouse. C'est une association culturelle de loi 1901, reconnue d'utilité publique, et, je cite, qui s'est donné pour mission de contribuer au débat citoyen dans la région, dans le département Midi-Pyrénées, dans la région Occitanie, et c'est un groupe de recherche qui fait un travail assez considérable. J'ai eu l'occasion de les rencontrer assez fréquemment. 34 saisons, 40 événements sur la région, avec une audience cumulée entre 2000 et 4000 participants, et le GREP produit un certain nombre de documents très intéressants, donc je vous recommande la lecture. Alors, dans cette idée, nous avons demandé au GREP de nous préparer des questions. Leurs questions, il y en aura une ou deux par table ronde, sera posée tout à l'heure aux intervenants, et nous avons pour la première fois décidé de filmer l'ensemble de 6 heures d'intervention et de débat, 6 heures que nous transmettrons au GREP d'ailleurs, et nous en ferons ensuite un résumé, peut-être de l'ordre d'1 heure, que nous publierons sur le site de démocratie, site internet, et sur les réseaux sociaux, pour un travail de traction. Voilà, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais céder la parole à Jérôme Lambert, qui est pour beaucoup dans le fait qu'on puisse être dans cette salle aujourd'hui, à vous expliquer. Jérôme Lambert est un ami député de la Charente. Je remercie aussi les organisateurs du colloque qui ont beaucoup travaillé, Luc Roger, Dominique Ernu, Patrick de Bonneau, et les 3 modérateurs. C'est un mot très difficile à prononcer, modérateur, il y a des choses à modérer. Jackie Simon, Raphaël Dufour et Philippe Babé, qui prendront cette place dans un instant pour conduire les débats. Voilà, j'en termine là et je donne immédiatement la parole à Jérôme. Merci Paul. Permettez-moi de commencer par les remerciements d'usage. Paul nous faisait remarquer que nous siégeons aujourd'hui, nous réunissons aujourd'hui dans cette salle qui a été pendant longtemps la salle du groupe socialiste. En fait, c'est la salle du groupe majoritaire à l'Assemblée. Alors quand c'est nous les socialistes, nous l'avons été majoritaire, c'est notre salle et nous l'avions bien aménagée pour nous. Mais actuellement, c'est resté absolument, parce qu'il est difficile à déplacer. Mais en tout cas, maintenant, c'est plus notre salle, c'est la salle du groupe En Marche. Et je remercie donc, en notre nom à tous, le groupe En Marche, de nous avoir prêté sa salle, parce qu'il fallait la lui demander, et il nous l'a prêté bien volontiers. Oui, quelques mots juste. Je connais Paul Quillet, je travaille avec Paul Quillet depuis 1979, au congrès de Metz, ça fait 40 ans. C'est bon, hein, on a passé le cap des 30 ans, il paraît que c'est le cap le plus difficile. Et je suis toujours heureux d'être à ses côtés pour travailler aujourd'hui sur des sujets d'actualité, des sujets de fond, travailler avec vous tous aussi. Je crois que le sujet d'aujourd'hui, donc la démocratie va parler de démocratie. Je crois que la démocratie, c'est à la fois un sujet d'actualité et puis bien entendu un sujet de fond.
nous devrions partir en milieu d'après-midi, quand tout sera terminé, avec un bagage intellectuel un peu plus lourd pour mieux réfléchir et de ce fait pour mieux agir. Donc maintenant, je dis place au débat. Je vais y participer comme vous tous, quand je vais me joindre à vous. En tout cas, merci d'être là. Et merci à toi, Paul, et à tous nos amis d'avoir organisé cette rencontre. Merci Jérôme. Nous allons laisser donc la tribune aux intervenants de cette première table ronde et au modérateur Jackie Simon, qui a charge aussi de présenter les orateurs. Ça y est, il a mis des petits chevalets. Ah, des petits chevalets. On va converser l'extérieur. Nous allons commencer cette première table ronde avec deux intervenants sur lesquels je reviendrai dans quelques instants. À ma gauche, M. Denis Crenier, et à ma droite, Frédéric Proust. Alors, je voudrais dire quelques mots, pour déplorer tout un sujet. Les trois tables rondes, évidemment, aboutissent vraisemblablement à des redites sur des sujets aussi complexes. Ça va de soi. On ne peut pas s'arrêter par une présentation de nature pédagogique. On a trois volets. Je voudrais dire simplement que parler de démocratie, c'est devenu un réflexe dans la majorité des pays occidentaux. Vous vous souvenez de la belle formule d'Abraham Lincoln, pour le droit universel, gouvernement du peuple, par le peuple pour le peuple. Et ça, on ressasse ça en permanence, et de temps en temps, il y a quelqu'un qui dit « Et alors ?» Donc, c'est devenu un réflexe. Bon. Alors que nous assistons, Paul Thilès l'a dit, à des mouvements de toute nature, en particulier le dialogue, qui était maître mot, un des maîtres mots de la démocratie, est de plus en plus remplacé, de mon point de vue, mais ce n'est pas uniquement mon point de vue, par la violence. On estime qu'on ne peut pas aboutir uniquement par le dialogue. Le long cheminement vers les formes démocratiques est bousculé par une certaine acceptation d'une vie sans liberté. Il y a quelqu'un qui a sorti un ouvrage il n'y a pas très longtemps sur ce sujet, ce qui ne provoque pas d'ailleurs beaucoup d'émotions pour un certain nombre de gens. L'émergence, excusez-moi, il y a des gens qui n'aiment pas le mot, l'épistocratie, comme on dit, c'est-à-dire une espèce de vénération pour une forme de technocratie éclairée, on aime bien, et en même temps redoute. C'est l'ambivalence permanente sur laquelle reviendra sans doute un de nos intervenants. Mais on parle toujours de séparation des pouvoirs, le respect des minorités, c'est la formule de Camus. La démocratie, c'est le respect des minorités. Le respect des minorités, la liberté de la presse, reste toute une série d'éléments sur lesquels on reviendra. En fait, on a l'impression, et les deux thèmes, les deux titres de nos intervenants sont très caractéristiques. L'un parle d'un suspense démocratique. Ça veut dire que les choses ne sont pas aussi évidentes que cela. Et Dominique Rémy, lui, parle d'un paradoxe du sentiment démocratique. Donc, je pense que là, nous avons beaucoup d'introspection et de constatation à faire. Je serais tenté de vous dire, comme l'olivier, qui est vraisemblablement millénaire et qui a pris sa source, on dit, en Méditerranée, peut-être même en Asie, est touché par des maladies ou des insectes nouveaux qu'on a beaucoup de mal à guérir. La démocratie, pour moi, ne se développe pas naturellement sur tous les sols, et surtout avec la même vivacité. Des virus l'attaquent, et comme l'olivier, elle se tord, elle se retord, mais résiste et parfois génère des contrepoisons. Vous voyez, l'olivier, il y a quelques années, on disait c'est fichu.
Et maintenant, on se dit ça va mieux. Je crois que la démocratie, c'est aussi un peu cela. Alors, beaucoup d'incertitudes. Jugez-en donc plutôt. Première chose, la démocratie serait donc malade. Va-t-elle vers sa disparition? Au contraire, peut-elle progresser? Frédéric Worm, qui est à ma droite, va nous éclairer sur ce point, abordant les thèmes le suspense démocratique mondial entre régression et progrès. Je reviendrai sur Frédéric Worm dans 2 minutes. Par ailleurs, la grande diversité des situations dans l'espace, dans le temps, nous interroge aussi et doit nous rendre modestes. Paul Thiès parlait tout à l'heure de la Chine, en disant regardez la Chine qui est contestée. Mais regardons chez nous, grâce au contrôle des lobbies crâniens, des travaux qui ont été faits, et dans d'autres organismes, environ 35 à 36% des Français trouvent que finalement, il y a d'autres formules que la démocratie qui sont meilleures peut-être que la démocratie. Ah, s'interroger. Lesquelles? Elles ne sont pas spécialement démocratiques, si je veux dire. Ces formules qui ont la préférence d'un certain nombre de gens. Donc, là aussi, c'est très très ambivalent. Nous sommes dans une situation, moi j'ai toujours l'impression que la démocratie est un peu fatiguée, d'un certain nombre. Elle est un peu fatiguée. Donc Dominique Régnier, en particulier fort des travaux qui ont porté sur 42 pays, nous éclairera sur ce point. J'ai ici un document qui s'appelle Démocratie sous tension, une enquête planétaire, 42 pays. On a passé en revue comment ça se passe. Et c'est assez intéressant de voir comment ça se passe, y compris en France. Je ne regarde que la France. Mais, bon, j'en dis pas plus. Donc, nos 2 intervenants. Nous avons un philosophe, un politologue. Voilà. Sur ma droite, Frédéric Worm. L'un et l'autre sont connus, vous les connaissez. Hein, si vous écoutez la radio, si vous regardez la télévision, si vous lisez les journaux. Dominique Régnier a donné une interview sur le même sujet hier dans le Figaro. Frédéric Worm, pas hier, mais il arrive aussi de répondre à ça. C'est le chronique dans Libération. Oui, chronique dans Libération, oui. C'est équilibré. C'est très équilibré, c'est très équilibré. Frédéric Worm, c'est un agrégé de philosophie, professeur de philosophie contemporaine à l'École normale supérieure, et il a publié en 2017 Les maladies chroniques de la démocratie. C'est un ouvrage que j'ai beaucoup apprécié. On avait failli faire venir un dîner débat, mais on le retrouve ici. Ouvrage dans lequel il nous invite à considérer la démocratie comme atteinte de maux constants qu'il faut combattre, affronter, etc. Il vient de publier, il y a quelques jours, un autre ouvrage qui peut paraître différent, qui n'est pas aussi différent que ça, en disant la 4e couverture, je n'ai pas encore lu l'ouvrage. C'est pour un humanisme vital, liant les problèmes de démocratie, les problèmes de vie, le problème du soin, qui est aussi une de ses intérêts. Un politologue, Dominique Régnier, là vous l'avez en chair et en os, vous l'entendez souvent aussi, et souvent, il est professeur à Sciences Po, spécialiste notamment du populisme, mais encore de l'opinion publique européenne, et il est le directeur, c'est ça, de la Fondation pour l'innovation politique, qui a publié récemment l'ouvrage dont on vient de parler, qui a été élaboré avec l'International Republican Institute. C'est une enquête planétaire et qui vraisemblablement nous révèle des surprises. Une approche qui m'a beaucoup intéressé sur l'indice de culture démocratique. Ça veut dire quoi? Bon. Donc je vais leur donner la parole successivement à Frédéric Worm et ensuite à Dominique Régnier, en précisant la chose suivante. Il faut que nous gérions notre temps, comme toujours. Donc, il faut que nous ayons terminé à 11h. Donc, ça veut dire qu'il faut que nous ayons un bon quart d'heure d'échange. Je crois qu'à chaque fois on dit ça, mais c'est là-dessus qu'on joue. Maintenant, il faut essayer. Donc, si je calcule bien, 22 minutes chacun, voilà, vous en ferez sûrement 22. Voilà, donc je vous donne la parole et ensuite on enchaînera avec Dominique Régnier et après on ira aux questions. Préparez vos questions à l'avance et en même temps. Merci. Bien, merci infiniment. Merci beaucoup de cette invitation et de cette présentation. Je suis très heureux et même un peu ému d'être
dans cette salle, tel que vous l'avez présenté. Je viens par ailleurs de préfacer avec d'autres, avec Gilles Candard, qui préside la Société d'études jaurétiennes, la publication d'un Inédit de Jaurès, un cours de philosophie, parce qu'il était aussi un de vos collègues députés, mais un de nos collègues professeurs de philosophie. Donc je suis particulièrement frappé de parler sous son autorité, et j'ose pas dire son contrôle, ou indirect à travers. Donc en effet, j'ai proposé comme titre pour ce propos, je suis très heureux de vous proposer, et c'est la discussion qui m'importe le plus, le titre que Jacques Simon, que je remercie beaucoup, d'avoir sollicité et à travers, au nom de votre club, le titre suivant, le suspense démocratique mondial, entre régressions et progrès. Je voudrais partir en effet d'une remarque, peut-être même de deux, sur ce qui me frappe le plus, sur ce qui me paraît très frappant et même assez sidérant, dans la manière dont nous vivons l'histoire mondiale de notre époque, dont nous vivons notre moment présent et même de ce qui définit notre moment présent. Il y a deux aspects que je voudrais souligner et les deux me paraissent conjointement très importants et vont introduire à mon propos. Le premier aspect, c'est quelque chose comme un problème désormais mondial avec la démocratie. Mondial et en quelque sorte simultané, et même simultané à la vitesse de tous nos écrans, nos téléphones, nos ordinateurs, nos télévisions, de telle sorte que tout se passe aujourd'hui comme si chaque jour nous étions dans un hall d'aéroport géant, avec des horloges qui nous indiquent l'état et la situation de la démocratie dans tous les pays, et vous en avez évoqué quelques-uns. Nous vivons simultanément, en tout cas dans certains pays, et ça renvoie peut-être à l'indice de culture démocratique, moi à ce que j'appellerais l'idée d'une opinion publique mondiale, et même d'une formation politique, une politisation mondiale simultanée, avec des degrés qui tiennent d'ailleurs à l'état de démocratie. Les différents aéroports où on se situe, on aura moins d'informations dans tel ou tel endroit que dans tel ou tel autre, mais nous vivons simultanément à l'heure de la démocratie et même du suspense démocratique critique dans des pays, dans des villes, disons, telles que certaines ont été citées, Hong Kong, Brasilia, Budapest, Washington, Londres. J'en oublie beaucoup, évidemment, on pourrait citer presque tous les pays, Bruxelles et évidemment aussi Paris. Ce premier aspect, qui est très important, me conduit à une première hypothèse que j'essaierai de fonder dans un instant, qui est celle que la démocratie est devenue un problème mondial et peut-être même le problème commun de tous les pays du monde aujourd'hui. On peut le regretter dans la mesure où elle apparaît comme telle à travers un problème, mais on peut aussi s'en féliciter dans la mesure où, de manière explicite aujourd'hui, on est obligé partout de réfléchir à la démocratie, j'allais dire, pour ou contre, en la refoulant ou au contraire en la faisant progresser. On pourrait dire d'une certaine manière, et on pourrait quand même s'en réjouir, que plus personne ne peut nulle part échapper au problème de la démocratie et à sa diffusion simultanée partout sur des écrans qui pourtant, en un certain sens, il faudra y insister, j'y insisterai en conclusion, ne communiquent plus forcément entre eux. De telle sorte que peut-être que le problème fondamental est celui de cette opinion publique mondiale, à l'heure où à la fois les problèmes se partagent, où on peut être très concerné par un conseiller occulte du président des États-Unis, ou qui lui a permis d'être président des États-Unis, et inversement par des mouvements, j'y reviendrai, qui font avancer la démocratie dans le monde aujourd'hui. Donc à quelles conditions peut-on traiter ce problème démocratique mondial? Au fond, c'est la question qu'on se pose, mais il faut d'abord reconnaître que le problème démocratique est devenu mondial, et à mon avis, s'en réjouir. Maintenant, ma deuxième remarque introductive, c'est la manière dont ce problème devient mondial aujourd'hui. Il y a toujours eu, disons, en tout cas on peut l'imaginer qu'il y a toujours eu, mais certains philosophes le pensent, comme Hegel, qui est le premier à avoir parlé d'histoire mondiale, à avoir parlé d'époque universelle, enfin, des questions de l'histoire universelle, et il y a toujours eu, moi je le soutiendrai aussi en philosophie, des problèmes communs, des problèmes qui définissent, disons, un état du monde. Nous avons vécu au XXe siècle ce qu'on a appelé, à raison, des guerres mondiales. C'est-à-dire que tous les pays du monde étaient en guerre, mais que la planète entière a vu un avant et un après ces événements communs, ces événements majeurs du XXe siècle.
Aujourd'hui, on pourrait dire la démocratie est le problème mondial. Il y en a d'autres, hein, et je vais les citer à la fin. Mais tous ont trait à la démocratie. Mais comment est-elle un problème? Je suis la démocratie est un problème mondial d'une manière qui, justement, ça va m'introduire au propos, et en m'appuyant sur les ouvrages que vous avez bien voulu citer, elle est un problème mondial, mais d'une manière diversifiée, à travers des variations. Et à travers une variation qui n'a rien de secondaire, puisque c'est une variation qui semble aller de l'extrême négativité, non seulement dans des pays qui étaient déjà très peu démocratiques, même dans ces pays-là, il semble y avoir une régression au totalitarisme ou à la dictature la plus absolue, même au moment où, et même avec les nouvelles techniques d'information précisément, qui, loin de servir automatiquement à la démocratie, peuvent se retourner contre elle. Je pense bien sûr à la Chine, dont la critique de la démocratie n'est plus seulement un culturalisme contre une volonté de culturaliser la démocratie, en disant qu'elle est occidentale, mais une volonté de mobiliser toutes les techniques modernes pour installer un totalitarisme complet, jusqu'à, et j'y reviendrai, des crises démocratiques dans lesquelles, pour ma part, je verrai des progrès. Je vais essayer d'indiquer pourquoi toute crise n'est pas une régression. Et même, une des thèses que je vais soutenir dans cette bref exposé, c'est que le propre de la démocratie est non pas seulement de régler les problèmes, mais aussi d'en créer. Et donc il y a des crises démocratiques positives. Des crises démocratiques qui sont des progrès. Et je crois que le progrès de la démocratie n'est pas seulement la solution de certains problèmes, mais l'invention de nouveaux problèmes. Et j'en citerai, que vous avez sûrement tous en tête aussi, dans un instant, mais il ne faut pas les confondre. En tout cas, ce qui est très frappant, c'est que cette époque que nous vivons sous le signe de la démocratie, nous la vivons de manière éclatée. Ce n'est pas la même chose qui se passe en ce moment au Parlement anglais, au Parlement, disons, dans les différents parlements qu'il y en a, au Brésil, en Angleterre, en Chine, aux États-Unis, en Russie, à Bruxelles ou à Paris. Et donc ce dont nous avons besoin, c'est de penser ce problème commun, et en même temps d'avoir des critères pour penser cette variation. Car ce n'est pas le même problème qui se passe malgré tout dans les rues de Paris ou pour le peuple ouïghour en Chine. Ce n'est pas le même problème qui se passe dans la Cour suprême. Toutes les cours suprêmes du monde semblent mobilisées en même temps aujourd'hui. Il y a la Cour suprême israélienne, la Cour suprême américaine, la Cour suprême anglaise. Je ne savais même pas qu'il y en avait une. Voilà qu'elle sort de son histoire cachée. On disait toujours que l'Angleterre est un pays sans constitution. Voilà que pour la première fois de son histoire, elle se rappelle qu'elle a quelques éléments d'une constitution, ce qui montre un élément de crise. Le Conseil constitutionnel français est parfois mobilisé, etc. Mais ça n'est pas de la même façon. Et donc ce dont nous avons absolument besoin aujourd'hui, c'est de reconnaître, de définir le problème, peut-être d'une manière un peu philosophique en effet, et d'autre part d'avoir un critère pour mesurer les variations sans tout confondre. Car je crois vraiment qu'on risque de passer autrement si on confond tout, et c'est le diagnostic dont je partais dans le livre que vous avez cité, qui est paru juste avant la présidentielle française. On risque de passer d'un moment que nous avons partagé, la plupart dans cette salle, en 1989 en particulier, où on pensait que la démocratie était acquise définitivement, à un moment où on pense qu'elle est partout de la même façon en train de s'écrouler, parce qu'il y a des manifestations en France ou des camps de prisonniers, disons, en Chine, ou un président de tendance clairement fasciste, par exemple, au Brésil. Donc il faut à la fois avoir des critères, et en même temps, il faut effectivement penser la démocratie de manière critique, puisque partout elle est en crise, mais avec des critères pour mesurer l'importance des crises, et même définir les crises qui sont des progrès. Et ça, c'est, je crois, un élément absolument majeur. Ce que je voudrais faire très brièvement, au fond, c'est trois choses. C'est d'abord revenir sur ce que je proposerais pour ma part comme critère et comme définition de la démocratie. Il faut bien s'en donner un problème. Un esquisse, une définition. Moi, je considère que le problème de la démocratie est le problème qui consiste pour une société politique à lutter non seulement contre les dangers qui la menacent de l'extérieur, c'est-à-dire, par exemple, les catastrophes extérieures, j'appelle aussi extérieure, disons, la menace de disparition en général, de disparition vitale en général,
par exemple la misère simplement économique, la guerre et les catastrophes, disons aussi naturelles. C'est déjà pas mal. Et au fond, on peut dire que la première fonction du politique, c'est de protéger une société contre sa disparition. Une fonction vitale. Et du coup, la première fonction du politique, c'est de lutter contre les dangers extérieurs qui peuvent menacer la survie d'une communauté et en effet provoquer sa disparition. Mais il y a une deuxième fonction du politique. Et c'est à cela que s'appelle la démocratie. Et ma thèse, dans ces deux ouvrages, mais je serais content d'en discuter, c'est que justement la démocratie est le régime, ou plutôt la tendance, qui produit des régimes à des différents paliers, qui affrontent ces deux problèmes. On entend souvent dire que la démocratie est un régime pour des bons sentiments, la morale politique. Je crois que c'est exactement le contraire. Le démocratique est la seule tendance politique qui affronte tous les dangers des humains en société. Quelle est sa deuxième sorte de danger? Là, c'est très simple. Moi, je le définis comme les dangers qui surgissent de l'intérieur. Les dangers d'injustice qui surgissent de l'intérieur des relations humaines dans une même société. Et le tout premier des dangers, c'est celui évidemment de l'abus de pouvoir, le danger de la tyrannie dans une société qui, au nom d'ailleurs de la lutte, et c'est là-dessus d'ailleurs contre les dangers extérieurs, avec comme contrepartie la protection contre la misère, la guerre et la catastrophe, opprime une dimension qui est fondamentale dans toutes les relations humaines, y compris dans les relations d'amour, d'amitié, de famille, et même dans l'intériorité de chacun d'entre nous, qui est la revendication à une égalité et à une liberté entre nous, y compris dans l'intimité même de nos psychismes et de la famille, par exemple. Et donc, d'une certaine manière, on comprend pourquoi la démocratie est toujours demande un surcroît de politique ou de justice. Elle demande certes aussi, il faut lutter contre les dangers extérieurs, mais il faut en outre le faire en respectant une demande de liberté et d'égalité qui s'est peu à peu formulée au cours de l'histoire à travers des droits fondamentaux. La formulation de ces droits étant une étape, mais évidemment pas une garantie de la démocratie. Et cela donc à travers des avancées qui ont requis beaucoup de temps dans l'histoire. À travers cette simple définition, que je vais suivre comme un fil directeur, on comprend pourquoi il y a des obstacles à la démocratie et quel est le mécanisme de régression démocratique d'aujourd'hui. Ces régressions démocratiques se font sur le fond de crises mondiales majeures. C'est parce qu'il y a des dangers existentiels, anthropologiques mondiaux, on peut dire, à travers des effets disons, de la mondialisation économique, du climat, quelles qu'en soient les causes, on pourra y revenir, et aussi réelles et parfois aussi démultipliées, des menaces de conflits internationaux et de guerres revenues, la norme internationale fragilisée, mais parfois aussi fragilisée par les idéologies qui produisent de l'ennemi extérieur et de la guerre, qu'on est prêt à sacrifier la lutte contre les violences intérieures et la revendication de justice. C'est toujours, et Jaurès l'a dit dans des phrases qui peut-être été prononcées ici même, c'est toujours au nom de la guerre qu'on renonce à la justice. Toujours au nom de... Et c'est toujours ceux qui produisent des ennemis qui renoncent à demander des droits ou à protéger les droits. Il faut toujours sacrifier les droits pour répondre à des menaces que certains augmentent, donc précisément dans le but d'augmenter aussi le pouvoir, ou en tout cas de ne pas reconnaître aussi la division intérieure qui est toujours difficile à admettre. Il faut reconnaître qu'il est très difficile pour une société d'admettre sa propre division, et qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle le populisme, on a vu le seul point commun, c'est le refus de la division interne, le refus du pays. D'ailleurs, un des vaccins en France, c'est que, heureusement, quand on met deux Français ensemble dans un café, ils se disputent, et ça permet de dire que celui qui parle au nom de tout le monde, déjà, se trompe en partie. Donc voilà le critère qui me paraît très simple, et la source, et voilà pourquoi le problème démocratique aujourd'hui est aussi difficile. Parce qu'il y a effectivement des angoisses anthropologiques majeures, et dans lesquelles on peut inclure d'ailleurs la diffusion mondiale de l'information à toute allure, la question de l'opinion publique mondiale, donc peut-être Dominique Rémy dira aussi un mot beaucoup plus légitimement que moi, mais ça me paraît la toile de fond majeure. Sur le fond de cette toile de fond, on comprend aussi, d'ailleurs,
comment définir les progrès démocratiques. Et ça m'amène à mon deuxième point. Les progrès démocratiques, pourquoi? Parce qu'il y a un certain nombre de revendications démocratiques qu'on peut considérer comme majeures, qui sont ce que je définirais, qui sont la source de ce que j'appellerais les paliers fondamentaux, les seuils primaires, je dirais, de démocratie politique. Mais il y en a beaucoup d'autres. Le premier seuil, je l'ai cité, c'est celui de la distribution du pouvoir politique lui-même et de son contrôle. C'est pourquoi, évidemment, les premiers paliers de la démocratie se sont laborieusement élaborés, pardon de cette formulation, se sont élaborés lentement, c'est le suffrage universel et en effet les contre-pouvoirs, la Constitution qui élabore non seulement la distribution du pouvoir, mais les contre-pouvoirs. Je pense qu'il faut considérer que le suffrage universel ne suffit pas à atteindre la démocratie, mais est un palier irréductible du démocratique dans tous les pays. Mais évidemment, et j'en viens à ce qui va m'orienter vers la suite, il y a d'autres injustices intérieures que la distribution du pouvoir politique. Et c'est pourquoi ce qui a prévalu dans nos sociétés dans les 50 dernières années, disons, l'idée que nous avons atteint la démocratie parce que nous avons des élections et parce que nous avons des contre-pouvoirs, a produit aussi des frustrations parce que ça définit des paliers de la démocratie, mais non pas une démocratie complète. Et au contraire, il y a des injustices intérieures, d'autres injustices intérieures contre lesquelles il faut lutter, et même, je dirais, une bonne démocratie est une démocratie qui voit surgir de nouvelles revendications démocratiques. Tocqueville l'avait vu, la démocratie est plutôt une tendance à l'égalité qui fait apparaître des revendications, mais nous devons le revendiquer aujourd'hui, nous réjouir de certaines revendications. Il y en a de fausses, il y en a de manipulées, d'instrumentalisées, il y en a évidemment de justes, et notamment sur le plan économique et social, mais évidemment celle sur laquelle je dirais un mot qui me paraît être le seul endroit, enfin il y en a deux où je vois du progrès démocratique mondial, mais un grand lieu de progrès démocratique mondial, c'est évidemment sur la question féminine, donc je ne dirais pas féministe forcément, même si je soumettrai facilement ce mot pour ma part, mais disons que la dissymétrie de reconnaissance, pour ne pas dire l'abus de pouvoir ou l'injustice structurelle entre les hommes et les femmes, est aujourd'hui le lieu d'une revendication mondiale qui est peut-être le seul lieu d'un progrès démocratique mondial aujourd'hui. Il y en a un deuxième, qui est l'environnement, j'en dirai un mot dans un instant, mais je pense que il est toujours difficile à admettre que nous avons vécu, y compris nous en France dans les 30 dernières années, en supportant certaines injustices à l'égard des femmes. Il est très difficile à admettre qu'il faut faire des mesures, y compris dans la langue française, dans les universités, y compris... Voilà, moi je suis en ce moment, occupe une responsabilité à l'école normale, on réfléchit non seulement à faire progresser les femmes dans les classes préparatoires scientifiques, mais à briser des plafonds de verre dans les carrières universitaires françaises. Bon. En fait, je pense qu'on a là un exemple d'une revendication qui est un problème. La démocratie consiste à voir toujours de nouvelles sources d'injustice là où on croit que c'est réglé. Et il ne faut pas se désoler que les citoyens ne se contentent pas des élections au suffrage universel. Il faut qu'ils les respectent parce que c'est le palier de base, mais il ne faut pas s'en contenter, mais il faut après avoir un critère pour départager les bonnes et les mauvaises revendications démocratiques. Si on prend un autre exemple très compliqué aujourd'hui, qui est par exemple, pour certains, la reconnaissance des droits des animaux, cette revendication, pour ma part, je ne reprendrai pas à mon compte tel quel, loin de là, mais néanmoins est pour moi un signe de progrès démocratique, et Tocqueville l'aurait vu comme ça. Tocqueville, qui était un partisan qui décrivait l'égalité comme un nouveau mouvement providentiel, mais quand même très très prudemment, qui par exemple considérait que abolir l'esclavage aux États-Unis serait un danger majeur pour la démocratie américaine, et non pas un progrès, évidemment. Mais pour des raisons pragmatiques d'ordre. Je vais très vite, il me reste combien de temps? Encore largement 5 minutes. 5 minutes, largement. Non, ça me va très bien. Ça me va très bien. J'aurais pas le temps, évidemment, sur la base de ces critères, d'examiner des situations concrètes. Mais je pense que ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est ce genre de critères
pour examiner à la fois les régressions et les progrès démocratiques, et cela dans tous les pays, car tous les pays comportent aujourd'hui sans doute plus de régressions que de progrès, mais malgré tout, et je reviendrai sur les progrès transversaux, aussi quelque chose comme des progrès démocratiques, y compris d'ailleurs dans la réaction à certaines régressions, dans les pays où, précisément parce qu'il y a des contre-pouvoirs, il y a malgré tout la prise de conscience avec des transgressions majeures que quelque chose de vital pour les humains, qui est la régulation de leurs conflits intérieurs, est en jeu aujourd'hui et peut menacer leur vie, peut-être tout autant que les dangers extérieurs, qui sont bien réels pour certains, totalement idéologisés pour d'autres, mais bien réels comme les effets de la mondialisation ou le réchauffement climatique et qui appellent à une gouvernance mondiale et démocratique. Donc, ce qu'il nous faudrait aujourd'hui, d'une manière très claire, et je vais revenir sur un autre exemple dans un instant, ce sont des critères, du progrès et des régressions démocratiques et les appliquer à nos différents pays en ne considérant pas que certains sont définitivement des démocraties. Il peut y avoir des reculs dans nos libertés publiques ici en France et souvent au nom du danger extérieur et de la sécurité. Le danger extérieur qui vient parfois de l'intérieur, comme ça a été le cas à la préfecture de police, et comme ça peut être le cas partout, y compris dans l'intimité, et également lutter contre ces dangers extérieurs. L'exemple sur lequel je travaille en effet le plus, vous l'avez dit au passage, c'est l'exemple de la médecine et du soin. Comme vous le savez, il y a les progrès démocratiques. Les progrès aussi peuvent être contradictoires. Il peut y avoir des progrès techniques, il y a aussi une revendication de progrès démocratique, de participation des patients, de reconnaissance de la liberté et de la dignité. Ça ne va pas forcément dans le même sens. La démocratie est un régime compliqué et pénible pour tout le monde. Mais c'est celui dont les crises sont des progrès et dont les difficultés sont des solutions. Celui qui dit, par exemple, que le problème de la fin de vie est simple, celui qui n'a pas compris qu'il nous plonge dans des contradictions et que seule la démocratie peut résoudre ces situations de fin de vie. Moi, j'ai beaucoup suivi les lois de bioéthique. Il est évident que la bioéthique est un lieu qui montre, paradoxalement, les capacités de la démocratie. Dans la démocratie, il y a le seul régime capable de résoudre des conflits qui peuvent devenir meurtriers entre des choix de vie profondément opposés. Comment concilier le pluralisme de nos choix de vie, comment ne pas avoir le sentiment que nos choix de vie sont opprimés par les valeurs des uns ou des autres, c'est évidemment un lieu majeur pour la démocratie. Après ce dernier exemple un peu allusif, je voudrais juste conclure sur deux points, sur la situation mondiale et effectivement sur quelques exigences d'action. Évidemment, à travers la médecine, à travers les violences intérieures, j'en vois aussi évidemment un fondement vital et anthropologique de la démocratie. Elle est tout aussi vitale que l'eau et le pain, les yeux. C'est évident parce qu'on peut mourir d'injustice comme de soif. Et puis la question de la fin de vie le montre bien, puisque on peut considérer que le respect de notre liberté est aussi important que notre maintien en vie pour certains d'entre nous. Donc ça veut dire que ce n'est pas un luxe par opposition à de l'urgence vitale. Mais je voudrais juste conclure sur ces enjeux mondiaux et quelques pistes, quelques problèmes, évidemment, face à la situation extrêmement grave, que je n'ai pas cherché à minimiser du paysage mondial et de ce suspense mondial, parce qu'effectivement, c'est la première fois que, irrésistiblement, tous les matins, je pense, tout le monde, quel que soit l'outil, regarde ce qui s'est passé avec Boris Johnson, avec Poutine, avec Trump, avec nos gilets jaunes, à Hong Kong, et il faut les suivre, parce que, je reviendrai dans un instant. Il y a un problème mondial de la démocratie, dont j'ai cité deux aspects pour commencer. Le fait que la démocratie est partout en problème, explicitement, pour le meilleur et pour le pire, avec cette obsession même des antidémocrates mondiaux avec la démocratie, qui reste leur caillou dans la chaussure, et tant mieux. Il y a cette variation internationale, disons, ces baromètres
des horloges, encore une fois, dans un aéroport. Il n'y a pas seulement des décalages horaires, mais des décalages politiques, pour ainsi dire. Et puis, il y a un troisième aspect, qui est quand même des problèmes démocratiques transnationaux, qui impliquent quelque chose comme des institutions démocratiques minimales mondiales. Un premier problème démocratique transnational qui est majeur, à mon avis, c'est en effet la question féminine, que certains appellent la question du genre, peu importe le mot d'ailleurs. Même si la guerre idéologique menée transnationalement contre cette notion de genre, elle nous dit bien qu'il y a là un problème aussi tout à fait majeur. C'est-à-dire que regardons les éléments majeurs de l'extrême droite, les éléments de langage commun de toute l'extrême droite mondiale, et nous verrons aussi quels sont les points de crise démocratiques communs, et peut-être de progrès possibles. Il y en a deux, évidemment. Il y a donc la question féminine, et il y a la question de l'environnement. Sur la question de l'environnement, il est très clair que ça peut être le lieu de progrès démocratiques qui sont nécessairement frustrants, c'est-à-dire d'institutions mondiales capables de réguler un enjeu qui va forcément être la source de violences internes aux humains sur la planète et d'une façon qui appelle une régulation. Sur ces deux sujets-là, ce n'est pas un hasard que les jeunes de tous les pays se mobilisent le plus, et c'est là un lieu de progrès, même si ce sera forcément très frustrant. On n'obtiendra qu'un minimum d'institutions. Pour un problème maximal, on obtiendra des institutions démocratiques minimales. Et mettre tous les pays ensemble pour discuter même sur le minimal ne peut que être un progrès démocratique, et je dirais que tous les pays, même les antidémocrates, vont être forcés d'admettre la nécessité d'institutions de discussion et de critique possibles. Il faut, à cet égard aussi, être très concret. Moi, je pense qu'il faut quand même maintenant réfléchir à l'idée d'une taxe minimale et mondiale, régie par une agence minimale, là aussi, pas du tout par le gouvernement mondial, mais il faut réfléchir aux institutions qui peuvent faire avancer les problèmes transnationaux. Celui de la question féminine est tout aussi majeur. Évidemment, on a envie de défendre aussi l'égalité dans le travail, l'éducation et la justice et beaucoup d'autres choses. Mais ce qu'il faut aujourd'hui raviver, c'est le sentiment des injustices intérieures entre les humains et qui traversent tous les régimes politiques, dont aucun n'est non plus indemne. Il n'y a pas une religion, par exemple, qui serait plus spécialement anti-féminine que d'autres, ou un pays qui serait par nature anti-ceci ou anti-cela. À mes yeux, les problèmes démocratiques traversent tous les êtres humains, de toute façon, d'une manière plus générale encore. D'où le dernier point sur l'opinion publique mondiale, qui est à mes yeux un lieu d'inquiétude et de progrès à la fois. On le voit bien, il y a un progrès possible dans cette constitution d'une opinion publique mondiale. Je pense que dans cette salle, nous consultons des journaux informés. Sur tous les pays du monde, nous avons quelques aperçus dans des lieux qui admettent la critique et les points de vue contradictoires. Le vrai risque maintenant, le problème mondial de la démocratie, c'est l'accès même à ce problème. Et l'accès à ce que je viens de décrire comme étant à la fois négatif et positif, avec quelques signes d'espoir possible. Et donc, effectivement, il faut travailler à cette éducation populaire mondiale qui ne se fait plus seulement par les écoles, mais aussi par les écrans, et surtout lutter contre la désinformation antidémocratique mondiale, qui est l'un des principaux dangers aujourd'hui. J'aimerais te dire quelque chose de ça. La démocratie, c'est compliqué. Mais un problème, c'est aussi sa solution, si j'ai bien compris. Les nouvelles contestations sont source de progrès démocratique. Et ça, c'est quelque chose qui est très très important. Une nouvelle question nous oblige. Je donne la parole à Tony de nous parler du paradoxe. On est dans le principe. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vous remercie de votre invitation. J'avais appuyé pourtant, mais pas assez fort. Je vous remercie de votre invitation. Je remercie tout particulièrement Monsieur le Ministre, Monsieur Paul Kies. Merci aussi particulièrement Monsieur le député Jérôme Lambert pour l'introduction tout à l'heure. Merci Monsieur le modérateur pour la présentation.
On peut peut-être faire l'hypothèse, si je m'inscris dans le droit fil de Frédéric Worms, que le régime démocratique est un régime de crise. C'est le régime de l'inquiétude et du questionnement. Et donc, ça n'est pas par toutes les crises qu'on peut voir se manifester le problème le plus grave, celui qui aujourd'hui nous touche, puisque c'est un peu sa modalité d'être constante. Si on veut donner quelques éléments définitionnels, alors rapides, de ce qu'on entend par démocratie, puisque comme on le sait, ce mot peut recouvrir vraiment beaucoup de réalités très différentes, je crois qu'on entend par là, dans cette interrogation que nous avons ensemble, le régime qui s'est mis en place à peu près depuis la fin du XIXe siècle. On a l'habitude tous de se référer à des cas antérieurs, à des formes précédentes, à des revendications bien précédentes, y compris la fameuse démocratie athénienne, mais on sait bien, sans avoir besoin de le montrer ici, parce que tout le monde est au courant de cela, on sait bien que ça n'a absolument rien à voir avec ce que nous vivons depuis, disons, un peu plus d'un siècle, et pas davantage. C'est-à-dire, au fond, un gouvernement représentatif, où ceux qui décident, ceux qui font la loi sont élus par le peuple. Alors ce peuple a des extensions différentes, des définitions différentes, mais grosso modo, et sans en faire l'histoire, je ne veux pas vous infuser tout ça, et on la connaît tous, mais grosso modo, c'est quand même l'idée qui s'installe au XIXe siècle que l'universalité est le concept approprié, c'est-à-dire qu'à vitesse différente, tôt ou tard, il faudra admettre dans le corps de la citoyenneté tous les individus, alors avec des limites qui sont minimales, la majorité par exemple, et la nationalité qui d'ailleurs a été depuis une limite dépassée. C'est le consentement formel du gouverné par les élections réitérées. La répétition des élections est essentielle. On peut avoir un moment électoral et puis plus rien du tout. Hein. C'est un peu ce qui s'est passé déjà dans notre histoire. Un grand moment démocratique, 1848, et puis là-dessus le Second Empire. Donc ça n'est pas le fait électoral en lui-même qui caractérise la démocratie saine, mais la réitération du fait électoral, donc la limitation des mandats dans le temps qui oblige les gouvernants à rendre des comptes, comme nous le savons tous, et rendre des comptes, ça suppose, mais Monsieur le ministre disait tout à l'heure à l'introduction, ça suppose une presse libre, ça suppose une justice indépendante. Tout ça fait partie évidemment des grandes conditions qui définissent la démocratie dont nous parlons aujourd'hui, avec ce droit de l'opposition qui est vraiment un élément majeur qu'il faut toujours rappeler pour ne pas se tromper dans la description des régimes qui nous environnent. On peut revendiquer, comme le fait le président Poutine, on peut revendiquer la souveraineté démocratique. Il y a une conception russe actuelle de la démocratie, mais évidemment, il ne faut pas chercher dans ce système-là les droits de l'opposition, le respect des minorités, ni la limitation du pouvoir, de l'indépendance de la magistrature ou de la presse. Donc ça n'est pas le fait électoral en lui-même qui suffit, et loin de là, à déterminer la nature démocratique d'un régime. Ce qu'on peut documenter, on va se faire confiance pour que je puisse tenir mon temps de parole, je ne vais pas essayer de documenter tout ce que je vous dis, mais on sait, il y a des tas de données là-dessus, on sait que jusqu'en 2005, jusqu'en 1999, on a un processus frappant dans le monde entier qui est le développement de la forme démocratique. Il y a de plus en plus de régimes démocratiques. C'est lié à des passages à la démocratie, donc des phénomènes de transition démocratique, des régimes qui ne le sont pas, qui le deviennent. Et c'est lié aussi à l'apparition de nouveaux États, notamment dans la fin de l'URSS. Et l'apparition de nouveaux États multiplie le nombre des États souverains, et ces États, devenant des démocraties pour la plupart, et bien tout ceci multiplie le nombre des États démocratiques. Si bien que, au début des années 2000, eh bien, nous avons une majorité d'États démocratiques. C'est un grand moment historique. Il a dû nourrir l'enthousiasme de l'époque, et l'idée qu'au fond, l'histoire suivait un chemin progressiste, ce schéma que nous avons tous à l'esprit, plus ou moins consciemment, et qui est peut-être
qui est peut-être une sorte de pli, de l'optimisme qu'il faudrait examiner. On sait maintenant aussi que depuis 2005, il y a un retournement de tendance. C'est documenté, si ça vous intéresse, il y a une ONG très importante qui étudie ça avec beaucoup de moyens chaque année, qui s'appelle le Freedom House, et qui va regarder très précisément, État par État, non seulement dans les États non démocratiques, mais aussi dans les États démocratiques, ce qui est en train de se passer, et qui fait un rapport annuel accessible sur le net, très détaillé, très explicatif de cette régression démocratique qui est frappante du point de vue institutionnel, si vous voulez. On respecte moins la liberté de la presse, on respecte moins l'indépendance de la magistrature, les élections sont moins compétitives ou sont semi-compétitives. Enfin, on pourrait faire une liste très longue. Il y a 1000 façons d'altérer un régime démocratique ou, au contraire, de renforcer un régime autoritaire quand il existe. Par exemple, le régime chinois est manifestement en train de passer d'un régime autoritaire à un régime totalitaire fondé sur, Frédéric Lambsdorff disait, l'incorporation dans l'État d'outils technologiques qui permettent un contrôle quasi absolu, et d'ailleurs bientôt un contrôle génétique, puisque la Chine établit le premier fichier génétique des Ouïghours, donc des millions de personnes dont le génome sera enregistré dans une base étatique afin de favoriser le contrôle et la répression de cette minorité chinoise. Donc on a tous les outils les plus puissants de la modernité prometteuse, émancipatrice, technologique qui nous venait de la Silicon Valley, nous étions confiants. Eh bien, ces outils-là sont passés du côté hippie, du côté Woodstock, si vous voulez, à la face beaucoup plus sombre et redoutable, mais qui fait aussi que la Chine a fait de toutes ces technologies un de ses produits d'exportation. Sachez que la Chine exporte ces technologies, elle en fait un commerce, et en exportant ces technologies dans les contrats qu'elle fait signer à ses partenaires, notamment africains, ou l'Égypte récemment, qui fait des clients de la Chine, il y a la rétrocession des données saisies dans le pays en question, par exemple l'Égypte. Les données doivent aussi aller en Chine pour que la Chine augmente son information sur la planète et la marche du monde. Donc c'est un contexte qui est évidemment très différent. Nous ne sommes pas du tout dans une crise ordinaire comme nous les aimons tant dans nos démocraties. Ce qui est paradoxal, c'est que si nous essayons de documenter cela, vous avez eu la gentillesse de faire référence à l'étude que j'ai menée avec la Fondation d'innovation politique, démocratie sous tension. Je ne vais pas la présenter, c'est dans 42 pays, on a interrogé 40 000 personnes en 32 langues différentes. Tout est sur le site de la Fondation, vous pouvez gratuitement, je ne le vends pas, je la laisse pour vous dire, vous pouvez gratuitement tout télécharger, les données comme les textes, et vous faire une opinion de l'intérêt que cela peut présenter pour vous. On a une édition anglaise par ailleurs, si ça intéresse vos entourages, et nous allons publier l'édition brésilienne dans quelques jours, puisque nous avions aussi un partenaire brésilien dans cette aventure. Ce partenaire a été rencontré juste avant l'élection du fameux président brésilien qui avait déjà été cité. Voilà, donc ce que nous voyons dans cette étude avec nos 40 000 citoyens de 42 pays, il y a quelque chose de très paradoxal. Il y a d'abord, et ça je veux le dire, un attachement fort aux institutions démocratiques. Il y a ensuite un attachement très fort, je dirais même unanime, au principe de la démocratie. C'est très étonnant. C'est-à-dire que, c'est réjouissant, c'est-à-dire que sur la liberté d'expression, sur l'égalité, sur le respect, sur toutes ces grandes valeurs qui sont essentielles à nos vies, le soutien, il est autour de 85-90%. Ça n'est pas là que ça se passe. C'est étrange. Et on trouve en même temps, lorsqu'on pose la question, une disponibilité significative pour l'autoritarisme. En tout cas, pour l'affirmation d'un pouvoir de type autoritaire. On a posé une question, elle est très simple, elle est formulée avec une rudesse recherchée. Un homme, pas une femme,
un homme qui déciderait, sans se préoccuper du Parlement, ni des élections. On ne veut pas dire dictateur parce que ça pourrait influencer le répondant. Enfin, je crois que la définition est claire. Il y a autour de cette idée un tiers de nos répondants, en moyenne, qui considèrent que c'est une bonne façon de gouverner, et ce tiers peut devenir 45%, 50% dans l'Europe orientale, l'Europe centrale, on est à peu près à 50%. En Italie, c'est 41%. J'ai déjà fait cette enquête il y a 2 ans, on avait les mêmes chiffres. Voilà, donc c'est cette espèce de tension incroyable. Que veut-on nous dire par là? Il y a une première hypothèse, il y en a plein, je vais en prendre que 2. Il y a une première hypothèse qui est de dire au fond, ces citoyens que nous interrogeons, nos contemporains, nos égaux, ces citoyens que nous interrogeons, ils veulent passer à autre chose. Ils ont un désir de fascisme, je ne sais pas, un désir d'autoritarisme, quelque chose comme ça, après tout. Hein. Et quand on fait des analyses plus sophistiquées, on arrive à des conclusions que dans nos travaux en sciences politiques, on qualifie de déconsolidation démocratique. On a des éléments de ce type. Il y en a un qui est très préoccupant, et c'est pour ça que le terme de déconsolidation a du sens. Il y en a un qui est très préoccupant, qu'il faudra suivre, parce qu'il peut y avoir des effets de vie, mais qui est qu'au fond, c'est dans les générations les plus jeunes que l'altération est la plus forte. Et donc, soit ces générations, en vieillissant, vont se démocratiser davantage, ce qui est possible, puisque l'abstention est beaucoup plus forte chez les jeunes que chez les plus âgés, et la tendance, c'est qu'on finit par rentrer dans le civisme électoral avec le temps, mais il y a quand même une déperdition de plus en plus forte, hein, je le dis au passage, ça marche de moins en moins bien ce mécanisme. C'est une hypothèse que les jeunes, en tout cas on l'observe, hein, cette déconsolidation. Puis la deuxième hypothèse, c'est que non, les générations ne vont pas reconduire ce schéma, qu'il va y avoir une espèce de séparation progressive et que les générations qui arrivent seront plus disponibles pour des régimes politiques différenciés, à condition que soient satisfaites d'autres demandes qui sont non négociables, par exemple la possibilité de consommer, d'aller et venir, de vivre sa vie, d'avoir son choix de vie, le choix de sa sexualité, le choix de sa vie, le choix de sa consommation, le choix de toute une série d'éléments qui font mon existence à moi, mais qui pour le reste, au fond, n'auraient plus beaucoup d'importance dès lors que ceci est satisfait. Donc c'est très compliqué, très paradoxal, et au fond, moi je voudrais garder une hypothèse qui donnerait plus de chance à notre vigilance, à notre préoccupation et à notre engagement, qui est qu'au fond, dans cette expression d'un détachement ou d'un intérêt pour l'autoritarisme, des formes autoritaires de gouvernement, au fond, on répond à une question, c'est la question qui est posée. Hein. Les gens ne nous disent pas ça spontanément, hein. On leur met sous le nez une question, il y a quand même un côté un peu de provocation. Hein. On dit, est-ce qu'un président, un homme qui dirigerait, etc., est-ce que c'est oui, c'est non? Il y a une forme d'artifice là-dedans, il faut faire attention à ça. Donc, enfin, c'est quand même des outils qui nous éclairent énormément. J'ai comparé les données avec celles du European Value Survey, qui est une enquête qui a lieu tous les 10 ans, une grande enquête depuis 40 ans, ils font ça tous les 10 ans, c'est une enquête énorme. Il y a des dizaines de milliers de personnes interrogées, c'est une enquête qui est faite avec beaucoup de soin, ça mobilise toute la communauté des sciences sociales européennes. On a des données convergentes, donc on est dans du solide. Je crois qu'on peut dire que c'est documenté. Mais peut-être que dans cet appel à l'autorité, au fond, il y a quelque chose que ne veulent pas faire nos concitoyens, c'est le deuil de la capacité des régimes démocratiques. Et que quelque chose là a été ressenti par nos contemporains, que nous ressentons nous aussi très souvent. Hein. Nos régimes démocratiques sont-ils encore capables de déterminer nos destins et de peser sur la marche du monde? Et ça, c'est une inquiétude considérable. Et peut-être que, ça c'est l'interprétation optimiste, mais je vais la faire mienne, pas par optimisme comme ça, mécanique, hein, mais parce que je pense qu'elle se défend, et aussi parce que je partage complètement le point de vue de Frédéric Worms. Donc, on peut montrer, je ne sais pas, et Frédéric pourrait le faire
avec soin, on peut montrer que la démocratie, en effet, c'est le régime anthropologique. Ce n'est pas n'importe quel régime. Nous ne sommes pas dans un musée des régimes politiques ou dans un magasin des régimes politiques, et nous pourrions regarder ce régime comme l'autre et voir un peu lequel nous plaît le plus ou je ne sais quoi. Alors, il y a quelque chose de singulier, la démocratie et le régime anthropologique, c'est le régime de la nature humaine. Et donc, c'est aussi ce qui fonde l'idée d'une thèse optimiste, c'est-à-dire, au fond, les citoyens s'inquiètent de la possible perte d'efficacité d'un régime qui a leur préférence. Et donc, comment régénérer l'efficacité? Ils s'interrogent sur ces chemins et la question n'est pas facile. Et je voudrais poser 3 conditions de possibilité, mais j'en terminerai, mais 3 conditions de possibilité pour à la fois comprendre la crise actuelle et puis peut-être, voilà, par effet d'écart, entrevoir, sinon proposer, parce que ce serait plus qu'immodeste, déraisonnable, mais en tout cas entrevoir des discussions possibles sur des réponses. Première condition de possibilité, c'est le consensus sur les valeurs. Il est possible, moi j'en fais l'hypothèse, il est possible de considérer aujourd'hui que nous sortons du consensus sur les valeurs dans nos démocraties. Ce consensus se défait. Mais Aristote disait que le temps était ce grand défaiseur des choses. Rien ne dure toujours. Si on ne le fait pas durer, rien ne dure. Et donc, s'il n'y a pas un effort collectif pour que ce à quoi nous sommes attachés dure, ça disparaît. Rien ne tient seul. Et donc, cette espèce de défaite, ce qui se défait ici, je l'appellerai défaite en quelque sorte, touche le consensus sur nos valeurs. On peut observer des causes très, je dirais, très sociologiques ou socioculturelles. Par exemple, il y a une grande cause qui est la démographie. C'est une grande cause, c'est un grand facteur, une variable lourde, c'est puissant, et on sait parfaitement, c'est terrible la démographie, parce qu'on sait parfaitement, c'est une science exacte, on sait parfaitement que pour les prochaines décennies, c'est écrit. Nous sommes, le monde démocratique, y compris même dans les États-Unis, ce qu'il vaut, le monde démocratique est un monde qui disparaît démographiquement. C'est un monde qui disparaît, c'est un monde qui ne fait plus d'enfants, c'est un monde où on vieillit, ce qui est une bonne nouvelle, parce que ne pas vieillir, c'est mourir. Je sais qu'aujourd'hui, il y a le projet de vivre jeune tout le temps, mais parce que si c'est un projet de vivre très vieux tout le temps, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'attrait pour ce projet-là, mais c'est par, j'imagine, promesse inconsciente ou plus ou moins formalisée, cette jeunesse éternelle que cherche le transhumaniste. La démographie est un facteur majeur. Et il n'y aura pas de retournement démographique. Je ne vais pas, là non plus, vous embêter avec cet argument, mais il n'y aura pas de retournement démographique par le solde naturel. Nous n'allons pas nous remettre à faire des enfants, ça n'est pas possible. Voilà, l'écart est trop grand, je passe. Donc nous sommes dans des sociétés démocratiques vieillissantes. La Chine aussi vieillit. La Chine aussi. Le monde vieillit. Nous sommes dans une humanité qui est en transition démographique. Mais enfin, nous allons, nous, plus vite que les autres, et ça a plein de conséquences. Puisque les générations qui se renouvellent, celles qui viennent, je vous l'ai dit, sont moins attachées à ces valeurs. Et que dans le facteur démographique, il y a le facteur de l'immigration. Et c'est un sujet, moi, dont je parle systématiquement, avec le plus de soin possible, pour ne blesser personne si possible. Et je le dis dans mes ouvrages, je m'efforce de faire ça. Pour moi, c'est ce que j'appelle la loyauté à l'égard du réel. L'immigration est un facteur de dislocation du consensus. Alors, aujourd'hui, moi, de toute façon, je ne peux pas céder devant la réalité des choses, mais aujourd'hui, il est devenu très difficile d'avoir des discussions modérées là-dessus, raisonnables. Et c'est bien naturel. Quand on est en sciences sociales, on sait bien que les pays ont des cultures, que les cultures sont différentes. On le sait. On le sait bien, que les images ne sont pas les mêmes, les mentalités ne sont pas les mêmes. Ou alors on n'a pas lu Lévi-Strauss. On ne sait pas ce que c'est que l'anthropologie, on n'a jamais lu un livre d'ethnologie. On ne s'intéresse pas à l'histoire. Les humains ont tous la même conception de l'homme, de la femme, de la liberté, de Dieu, de la laïcité. Nous sommes tous sur un même plan avec les mêmes idées. C'est insensé.
de penser ça. Ça n'est pas vrai empiriquement. Et donc, lorsque par la globalisation, lorsque par les phénomènes migratoires qui sont naturels, la Terre appartient aux vivants, évidemment. Et nous sommes tous des enfants de migrants, on le sait bien ça. Mais il n'en demeure pas moins que quand les situations se combinent d'une façon plus malheureuse, hein, où il y a moins d'opportunités pour partager la richesse ou intégrer plus facilement, ou donner une image davantage de puissance que nous donnons aujourd'hui, car nous sommes des pays habités par l'idée du déclin, que rejoignent des migrants qui n'ont pas du tout le même sentiment que les migrants d'hier qui rejoignaient les plus grandes puissances du monde en plein éclat. Beaucoup de choses sont différentes, il y a beaucoup à dire, je passe là-dessus. Mais le résultat, c'est que nous avons aujourd'hui à nouveau un conflit sur les valeurs. Pour ne prendre comme exemple, que je ne fais que citer, c'est un peu comme le fameux dessin avant, après, vous savez, ils en ont parlé, l'affaire Dreyfus, vous savez, c'est un dessin incroyable. On voit toute une famille qui a renversé les tables du banquet après en avoir parlé. C'est la laïcité. Mais la laïcité, elle intéresse notre affaire. Plus on altérera le principe de la reddition des comptes devant un peuple souverain, plus nous aurons comme choix ou bien un pouvoir qui ne rend pas de compte, c'est la version autoritaire, ou bien un pouvoir qui prétend rendre des comptes devant une puissance métaphysique. Les mécanismes, par contre, ne sont pas en nombre infini. Hein. Et la souveraineté du peuple, c'est la reddition des comptes devant les gouvernés, présents. Et donc, dans le possible déclin de la laïcité, se joue d'une autre manière le retour d'un pouvoir qui ne rend plus de compte devant les humains qui gouvernent, lui-même étant bien sûr un pouvoir humain. Et puis le dernier aspect sur ces valeurs, qui est celui qui nous préoccupe le plus peut-être, en tout cas qui moi me préoccupe le plus, c'est le désaccord sur la forme du désaccord. Nous ne sommes plus d'accord sur la façon d'arbitrer nos désaccords. Hein. Et c'est le retour de la violence, la vraie violence, la violence physique. J'entends souvent parler de violence symbolique, je ne suis pas insensible, mais je préfère être victime de violence symbolique que de violence physique pour ma part. Et la violence physique, elle est là. La destruction des biens, les morts, hein, les attaques contre les personnes, l'attaque des forces de l'ordre, enfin, c'est quand même quelque chose qui, si ça ne signifie pas un passage de marche vers une liberté, on se trompe beaucoup. Et c'est là que moi j'introduis ma deuxième condition de possibilité. Donc la première, c'est bien sûr de retrouver le consensus sur les valeurs. La deuxième condition de possibilité, c'est l'efficacité des institutions. Au fond, très rapidement, c'est trop rapide, mais bon voilà, c'est la règle du jeu. Hein. Comment pouvons-nous redevenir capables de fabriquer une forme de prospérité à partager? La richesse et la justice. À quelles conditions? Il n'y a pas très longtemps, j'avais une discussion avec une personne qui se souciait du réchauffement climatique et qui a raison, hein, et qui indiquait qu'il fallait trouver des moyens de décarboner le monde, et tout ça est très juste, et qui, dans notre partie de la discussion, se souciait beaucoup de l'Afrique, et à juste titre, et des moyens de permettre aux Africains de trouver le niveau de vie auquel ils aspirent parfaitement légitimement. Les Africains, aujourd'hui, ont besoin de 400 millions d'emplois d'ici 2030 pour avoir un niveau de vie minimal. 400 millions. Au rythme actuel, ils en auront 100 millions en 2030. Et pour avoir 400 millions, on sait qu'il y a une solution, puisque l'économie africaine produit peu d'emplois. Elle est fondée sur beaucoup de services, elle produit peu d'emplois. Il y a une solution pour créer de l'emploi en Afrique, c'est industrialiser l'Afrique. Et pour industrialiser l'Afrique, je suppose qu'il faut carboner le monde. Et donc, si vous voulez, là nous avons besoin je ne dis pas de trancher, mais nous sommes devant, peut-être, soit la situation apolitique, c'est possible, mais le génie humain étant considérable, il y a quelque chose qui est à trouver. Pour ma part, je suis un scientiste, je suis convaincu que dans l'innovation technologique, dans la science, il y a des ressources considérables, et d'ailleurs, le grand Jaurès l'avait écrit dans un texte fameux, il était
convaincu lui aussi que la science et la technologie bien contrôlées et bien orientées étaient au service d'une humanité émancipée. Notre démocratie est nécessairement le régime d'une nation, d'un État. Notre État-nation démocratique est-il capable, est-il dimensionné pour agir, pour réussir dans le monde tel qu'il est? À la fois parce qu'il y a de très grands défis, on a cité le réchauffement climatique, on pourrait citer les crises financières, on pourrait citer l'espace public planétaire, dans lequel effectivement nous sommes tous entrés, bon gré mal gré, il faut rendre des comptes devant ce public planétaire. Le drame de Charlie Hebdo en 2015, c'est le drame d'un pays, la France, qui, et nous en sommes fiers et heureux, a consacré la liberté de la presse, et notamment de la caricature, et qui se trouve dans cette liberté, saisi par un public planétaire, par le web. Et le public planétaire au Pakistan n'a pas le même rapport à cette liberté, mais assiste à cette même expression. Et donc, nous faisons cette expérience incroyable de nous retrouver complètement encastrés dans un régime de normes, de règles, de valeurs, et sur des sujets qui ne sont pas des sujets anecdotiques, qui pour certains en tout cas, ne font pas rire du tout, et même donnent l'idée de prendre les armes et d'assassiner les dessinateurs. Donc ce sont des régimes d'existence nouveaux. Et là, nous disons, mais que fait notre État démocratique? Comment peut-il affirmer ces valeurs qui sont les nôtres? Devons-nous renoncer à nos valeurs? J'entends les anciens ministres importants qui nous demandent aujourd'hui d'être plus prudents lorsque nous parlons des religions. Bon, il faut savoir quel est le chemin que nous allons emprunter. Attention. Et puis sommes-nous capables de peser face à ces grandes entités? J'ai déjà cité la Chine, bien sûr. On voit bien qu'il y a quelque chose d'essentiel. Et la Chine, qui a été déjà citée plusieurs fois ce matin, c'est une bonne chose. La Chine, c'est pas simplement pour la première fois dans l'histoire de nos démocraties, celle que j'ai décrite rapidement, la démocratie parlementaire pour aller vite. Jusqu'ici, nous avions, et nous l'avons encore, même si elle devient un peu bizarre, la plus grande démocratie du monde, les États-Unis, c'est encore la première puissance du monde. C'est pas rien, ça. Parce que ça dit au monde entier que une façon de réussir et de triompher, c'est d'être une démocratie. La Chine est en train de poser ce défi. La Chine voudrait montrer, au XXIe siècle, qu'en devenant la première puissance du monde, une non-démocratie deviendra la première puissance du monde. Et c'est dit explicitement par un texte qui s'appelle le document 9. Je ne dirais pas publié, mais diffusé en 2012, qui émane du comité central du Parti communiste chinois, qui a été inspiré par Xi Jinping, qui, comme vous le savez, n'est plus éligible, puisqu'il est président à vie. Petit changement de détail dans le système politique chinois. Le document 9, vous pouvez vous le procurer il existe une version anglaise sur le net, il a été publié en chinois et en anglais, dit très précisément contestation frontale, rejet formel explicite de toutes les valeurs démocratiques. Et même du libéralisme économique. J'entends souvent dire que la Chine, c'est le libéralisme économique, mais pas politique. Non, le document 9 est très clair. Nous ouvrons à la compétition l'économie pour gagner de la puissance, mais il n'est pas question d'y voir du libéralisme économique. Et puis la liste est complète, c'est-à-dire qu'il est interdit de réclamer l'indépendance de la presse, il est interdit de contester l'histoire du Parti communiste chinois, il est interdit de demander des élections régulières, il est interdit, etc. C'est très formellement ce qui est posé, vous pouvez le consulter, c'est impressionnant. Donc là, nous avons un défi inédit, là aussi, qui ne s'était pas produit. Troisième condition de possibilité, j'en ai annoncé trois. Troisième condition de possibilité, l'espace public. Ce que devient l'espace public. Au fond, on peut lui attribuer, au moins, et pour aller vite, trois fonctions. L'expression, l'information, la délibération. Pour l'expression, je dirais que oui, et même jamais, et c'est une bonne nouvelle, nous n'avons pu, en aussi grand nombre, nous exprimer autant aujourd'hui, publiquement. Il y a en France 34 millions de personnes qui ont un compte Facebook, c'est considérable, 2 milliards dans le monde qui ont un compte Facebook. C'est pourquoi l'idée de créer une monnaie par Facebook et l'affirmation de pouvoir politique de nature privée
échappant à tout contrôle et qui devrait nous préoccuper. L'information aujourd'hui, oui, il y a de l'information, mais ça a été dit aussi ce matin, il y a beaucoup aussi de désinformation. C'est plus compliqué de s'y retrouver pour le citoyen ordinaire. Et la délibération, je dirais non. Non, les conditions de la délibération ne sont pas réunies. Le jeu des patients, la présence de l'émotion, qui a sa part toujours, mais qui est devenue presque omniprésente, la fragmentation des revendications, l'extraordinaire fragmentation des revendications, hein. Et j'ajouterais, moi, l'inaccessibilité intellectuelle de certains enjeux. Je ne fais que le citer, puisque Monsieur le Président me fait savoir que mon temps est compté, ce que je savais de toute façon, hein, j'y réfléchis régulièrement à cette question-là, mais il faut bien en effet terminer. L'inaccessibilité des enjeux, je veux quand même vous dire de quoi il s'agit, c'est ce qu'on appelle les NBIC, comme vous savez peut-être, les nanotechnologies, les biotechnologies, l'informatique avec l'intelligence artificielle et les sciences cognitives, ce carrefour de savoirs nouveaux qui aujourd'hui font qu'on peut produire, on peut cloner, on clone, vous savez, des animaux, on crée des chimères homme-animal, on peut implanter des organes dans le corps de l'animal et les mettre en culture à partir des cellules souches pour les transplanter dans le corps de l'humain. Il y a aussi des progrès là-dedans, hein, un peu effrayants, bouleversants. Mais comment pouvons-nous délibérer de tout ça, sans parler de réguler? Comment avons-nous la capacité moi, je fais un cours depuis 10 ans à Sciences Po là-dessus, mais je dis tout le temps à mes étudiants, à chaque fois que je m'intéresse à un de ces sujets, il y a une limite qui est forte, c'est que je ne suis pas biologiste, par exemple. Et donc, je peux essayer de comprendre les enjeux, mais mon savoir, il n'est pas... Voilà, je ne suis pas omniscient, donc je ne peux pas. Donc j'essaye, mais je suis bloqué. Et comment collectivement pouvons-nous délibérer de ces sujets pour trancher? Voilà. Et donc, je terminerai là-dessus, Monsieur le Président. Il y a un point de force, et que moi je veux retenir, c'est que notre régime, confronté à des défis peut-être sans précédent, est le régime de la nature humaine. Au fond, par 2 fois au moins, la démocratie a triomphé. C'est ce qui a au fond ordonné les 2 grandes guerres mondiales. Nous en sommes ressortis vainqueurs, avec un prix absolument atroce. Mais la question qui se pose malgré tout, je termine par là, ça n'est pas parce que la démocratie est le régime de la nature humaine qu'elle a suffisamment de force pour survivre dans un monde politique où le rapport de force, où la politique de puissance demeure la règle souveraine de fait. Et la question démocratique aujourd'hui, c'est la possibilité de retrouver de la puissance démocratique, rester démocratique, retrouver de la puissance qui permet de réussir dans cette scène planétaire violente, et même de plus en plus violente, en ce moment, il y a quelques années, c'est de plus en plus violent, où s'affrontent de grandes souverainetés, de grandes politiques de puissance, et où, au fond, les puissances déployées peuvent venir à bout, même d'un régime anthropologique. Il n'y a pas, dans ce principe même, il y a l'assurance d'une vérité politique et morale, il n'y a pas l'assurance, malgré tout, d'une survie historique. Merci beaucoup. Quel dommage. Alors, quel dommage que le temps ne soit compté. Non, vous auriez pu encore. C'est ce qui rend les choses intéressantes. C'est ce que j'ai dit. J'ai une petite question avant de donner la parole. Vous avez parlé d'une ONG au début, je n'ai pas noté le nom de cette ONG. Freedom House. House. Ah, Freedom House. Freedom House. Voilà. Et vous avez, alors c'est très facile à trouver, Freedom House, oui. vous avez leur site, il y a toutes les données. D'accord. Ok. Très bien. Bon, on va commencer. Les questions. Allons-y. Vous annoncez qui vous êtes, tout simplement, et... Alain Tétrault, retraité de la défense et de l'industrie. Il me semble qu'il y a une corrélation spatiale et temporelle entre les crises de démocratie qui est l'objet de notre colloque et le ralentissement de la croissance dans les pays qui sont concernés par cette crise démocratique.
Et il y a de façon évidente une inefficacité des gouvernements démocratiques de ces pays à trouver des solutions à ces problèmes de ralentissement de l'économie et par là d'accroissement des inégalités. Et j'étais un petit peu déçu par vos interventions parce que j'ai l'impression que c'est quand même le premier facteur qui déclenche ces crises de la démocratie. Est-ce que ce n'est pas la primauté de l'économie sur les autres causes que vous avez évoquées? Moi, je peux faire une réponse rapide là-dessus, absolument pas. Absolument pas, c'est-à-dire que lorsqu'on étudie les pays en crise démocratiquement, alors quand je dis étudier, c'est-à-dire regarder les forces politiques antidémocratiques qui s'y déploient, et c'est facile en démocratie puisque tout se mesure, puisqu'on vote. C'est l'avantage. On regarde la manière dont se déroulent les élections, qui vote pour quel parti, on cherche les corrélations, je parle de corrélations statistiques, et ça a été démontré à de nombreuses reprises. En 2008, on l'a montré dans une étude qui portait sur la démocratie européenne, et ça a été montré en 2016 pour les États-Unis pour l'élection de Trump. La corrélation, elle est avec le sentiment d'une déstabilisation existentielle, au sens des valeurs. C'est le facteur. Ça ne veut pas dire que le facteur économique ne compte pas, évidemment. Hein. Ça ne veut pas, votre question était claire. Hein. Ça ne veut pas dire que les conditions socio-économiques ne comptent pas. Ça ne veut pas dire non plus qu'il n'y a pas un problème d'inégalité. Hein. Mais ça veut dire que quand on cherche à isoler le facteur numéro 1, qui n'est pas le seul mais qui est le premier, c'est celui-là. C'est la question de la dépossession du système de valeurs qui mobilise, y compris au sein de la classe ouvrière, par exemple. Y compris au sein de la classe ouvrière. Et d'ailleurs, vous avez la même crise dans des pays qui ont des situations économiques très différentes. Il n'y a pas de chômage en Autriche, c'est la même crise. Dans les pays nordiques, c'est la même crise. En Pologne, il n'y a pas de chômage, ils n'ont pas de déficit, vous avez la même crise. C'est assez spectaculaire de voir qu'il y a une décorrélation. Et c'est essentiel, je termine par là, parce que c'est essentiel de bien comprendre ceci. On se trompe sinon de stratégie de réponse. Bien sûr, il faut traiter ce point, vous avez 1000 fois raison. Mais attention, c'est un facteur différent, moi c'est ce que j'appelle le patrimoine immatériel. Et quand j'observe le programme des partis, c'est un peu mon boulot, c'est le programme des partis politiques ou les débats menés par les partis politiques de gouvernement depuis une quarantaine d'années en Europe, personne ne s'est intéressé à la dimension immatérielle de la vie des individus. On s'est beaucoup intéressé à la dimension matérielle, c'est normal, on sortait de la guerre, il fallait tout reconstruire, etc. Et puis c'est important, comme dirait Woody Allen, l'argent ça compte, ne serait-ce que financièrement. Et donc là, il faut maintenant prendre en charge cette espèce de dimension immatérielle. Et hélas pour nous, comme elle avait été délaissée, ce sont les populistes qui s'en sont emparés, qui ont le monopole à leur façon, hein, mais ils ont de l'avance du coup sur nous là-dessus. Si je peux ajouter un mot juste pour répondre aussi. Moi, je pense que la toile de fond de votre question et ce qui fait que un des éléments aussi de la toile de fond de ce qu'on a dit l'un et l'autre, c'est la question de la peur, en fait. Alors, il y a la peur, il y a beaucoup de peur, et légitime d'ailleurs, sur certains sujets, y compris économiques. Je crois qu'effectivement, certains régimes non démocratiques s'appuient sur la croissance. Il est évident, comme l'a dit Dominique Régnier au passage d'ailleurs, que la force de la Chine vient aussi de la croissance de son économie. C'est ce qui lui permet d'être totalitaire, parce que s'il y avait par contre des crises économiques en plus, et d'ailleurs c'est peut-être ce qui va la fragiliser au bout du compte. Donc c'est pas du tout surprenant en effet que la croissance et la dictature viennent ensemble. Par contre, sur la question de la peur, moi je crois que c'est vrai que dans nos pays, il y a une peur économique autant qu'une peur climatique, une peur migratoire, il y a beaucoup de peur. En fait, il y a un point sur lequel je n'ai pas assez insisté dans mon exposé, auquel je tiens beaucoup, qui est cette peur qui explique aussi le recours à l'autoritarisme, évidemment. La figure de l'homme efficace, etc. Et quelle est l'alternative, à mon avis, démocratique à l'autoritarisme? C'est la régulation. Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on devrait défendre, ce que les démocrates devraient défendre, c'est le retour à la régulation. Ce qui a aussi beaucoup déstabilisé les démocraties, c'est la dérégulation, qui a commencé par l'économie, mais qui a en fait évidemment atteint la santé, l'éducation, un certain nombre de choses. Et je crois que la seule alternative à l'autoritarisme pour rassurer les gens, c'est vraiment des limites, pas la dictature de la loi, du contrôle, etc., pas un retour
la bureaucratie, mais vraiment des limites, des minima. Et ça me paraît absolument fondamental, des minima régulés, y compris au niveau national, etc. Donc vraiment, je pense que l'entendre derrière votre question, c'est quand même cette question de la peur, c'est pas juste, quand je dis la démocratie est le régime humain, oui, c'est le régime pleinement humain, parce qu'il est tout aussi humain d'avoir peur et de se rattacher malheureusement à la dictature. Il y a autre question. Jackie, je vais poser une question de la part du CLAP, qui nous est envoyée effectivement, comme il laisse le rappeler en début de réunion. Qui s'adresse à mon avis à l'un et l'autre, est-ce que les associations, donc en tant que corps intermédiaire, vont paraître de nature à jouer un rôle de garde-fou par rapport aux éléments de crise de la démocratie qui ont été évoqués? Moi, je pense que les associations sont un progrès, un complément, et absolument vital dans tous les domaines, y compris le climat, les questions de la science, aussi les universités, tous les étapes, les institutions intermédiaires, ce que certains dans la théorie républicaine appellent les institutions critiques. Donc il y a aussi des autorités indépendantes, des associations, etc. Mais évidemment, dans un système d'institutions qui ne prétend pas remplacer les institutions politiques qui décident à la fin. C'est-à-dire que d'une certaine façon, la légitimité démocratique du Parlement, de la Constitution, à mon avis, doit être complétée par une série de choses. Et les associations sont absolument fondamentales. Et ce qui se passe aujourd'hui, il a été question à un moment de la Convention pour le climat, la reconnaissance de certaines associations. Certains disent aussi que pour reconnaître par exemple les animaux, il faut un parlement où il y aurait une partie des ONG qui défendent l'environnement, qui représenteraient les droits de l'environnement. Ce qu'on ne va pas donner, voilà, même si vous savez que l'Indus, par exemple, a été reconnu comme une personne juridique, comme fleuve. Mais bon, c'est quand même des humains qui défendent les droits des autres vivants. Donc moi j'y crois beaucoup comme complément absolument indispensable, comme aussi relais des revendications, mais dans un système global d'institutions démocratiques. Moi, je pense que c'est une question importante. Et je la prendrai, moi, l'association, je la prendrai dans son sens de 1901. C'était cette très grande loi, une loi d'une simplicité et d'une efficacité admirable. Vraiment, tout ce qui part du corps social, qui est très vivant en France, comme on le sait, alors que les partis, les syndicats, malheureusement, sont ruinés, dynamités, abandonnés. Les statistiques sont très impressionnantes, vous le savez, sur ces corps intermédiaires pourtant ô combien nécessaires. On a bien besoin et on ne les a quasiment plus. La crise des Gilets jaunes, c'est une expression de cette absence de corps intermédiaires qui ne sont plus reconnus. C'est une difficulté énorme. Mais je considère pour ma part que s'il n'y avait pas le mouvement associatif français, tout serait par terre. C'est la société qui tient aujourd'hui. C'est le corps social. Et il y a de grandes autorités qui font de grands discours, et je dis ça avec beaucoup de respect, parce que la tâche de gouverner aujourd'hui, je suis d'ailleurs étonné qu'il y ait toujours une dispute pour savoir qui va être le prochain. C'est bien qu'on ne se rend pas tout à fait compte, j'imagine, mais la tâche de gouverner est devenue terrible. Je ne sais pas comment on fait pour trouver son sommet, par exemple, vous voyez, quand on a ce genre de responsabilité. Et voilà. Mais le président, l'autre jour, dans son discours à la préfecture de police de Paris, à sa manière, a dit quelque chose comme ça, aidez-nous à la société française. Alors ça a créé beaucoup de bruit, il y a un appel à la puissance de la société, mais je crois que c'est aussi un hommage qui est juste. Ça tient grâce au corps social. Nous ne croisons que des personnes bienveillantes, principalement dans la journée, et qui sont à leur tâche, et qui tiennent leur poste, qui tiennent la ligne. On croise ça. Si ce n'était pas ça, il n'y aurait plus rien. Et donc, il ne faut pas... voilà, et c'est ce que la loi de 1901 a reconnu. Elle ne l'a pas créé, a reconnu, a formalisé. C'est pour ça que c'est une très grande loi. Bien. Alors, j'ai une question, madame. Oui, merci. Je voudrais remercier nos intervenants, les féliciter pour la qualité de leur intervention, parce que tous les deux, c'était extrêmement intéressant. Et ma question va s'adresser aux deux.
Je voudrais savoir ce que vous pensez de deux événements qui m'ont particulièrement inquiété. D'abord, le sondage qui a été fait par la Fondation Jean Jaurès sur ces 30% de jeunes musulmans, majoritairement français, nés en France, qui estiment que la charia devrait avoir la primauté sur les lois de la République. Et deuxièmement, ce que j'ai lu dans la presse, mais encore une fois sans avoir pu le vérifier, que le planning familial, donc une de nos associations importantes pour les droits des femmes, envisageait d'enlever la référence à la laïcité de ces statuts. Alors, sur la première, bon, c'est un sujet que je regarde de près, la première donnée concernant la Fondation Jean Jaurès, avec laquelle nous travaillons presque systématiquement, je le dis au passage, ce sont des amis, nous faisons beaucoup de choses ensemble, et sur leur étude, qui est très documentée, il se trouve qu'elle rencontre totalement une autre étude menée par l'Institut Montaigne, très lourde, et ce sont des travaux lourds, sérieux, qui confirment des études qui par d'autres voies l'indiquaient. C'était à ça que je faisais référence tout à l'heure quand j'évoquais la question du générationnel, la possibilité que des générations montantes aient des valeurs différentes, voire opposées. Donc c'est un immense chantier. On a la même situation en Allemagne, quand on fait les mêmes études, on a la même situation en Allemagne, avec cette même préférence pour une hiérarchie et des normes où la loi religieuse est au-dessus de la loi publique laïque. Et c'est une des grandes questions que la démographie va nous poser avec de plus en plus de force. Et si nos institutions et nos associations n'ont pas la puissance pour tenir et pour intégrer, inclure, faire partager, et c'est bien difficile parce que le métier d'enseigner est quand même très compliqué, là nous aurons une difficulté. Et le planning familial, je le confirme, oui, ce n'est pas quelque chose qui est, c'est pas un fait aujourd'hui. Et ça témoigne aussi, je termine là, il y a de grandes luttes aujourd'hui, dans toutes les associations de ce type, il y a de grandes luttes autour de la question et de la place du religieux et du statut de la femme. Il ne faut pas s'empêcher de regarder cela et d'en débattre. Au moins pour aider tous nos compatriotes musulmans qui souhaitent être préservés de ces dérives. Et ne les laissons pas tomber en considérant que c'est un sujet qu'il ne faut pas aborder. Donc il y a effectivement de grandes luttes de ce côté-là et il faut les observer et essayer d'agir. Oui, justement, moi pour compléter, je pense qu'on a tous les deux parlé de la jeunesse, mais en distinguant, il y a deux jeunesses qui sont apparues. Il y a une jeunesse qui effectivement lutte pour plus de démocratie, une autre jeunesse qui est menacée par, au contraire, ce changement de valeur. Mais elle apparaît partout, cette autre jeunesse à 30%. C'est vrai qu'il y a sûrement aussi 30% de jeunes Français qui considèrent qu'il faut mettre les musulmans dehors et ne pas laisser rentrer, même au péril de le faire mourir, des êtres humains sur le territoire, etc. Il ne faut pas respecter les droits fondamentaux de tout le monde. Donc je pense que ce 30%-là, il est transversal. Il ne faut pas considérer qu'il y a telle ou telle communauté où il y a 30%, et il y aurait une autre communauté où 100% serait démocrate et gentil. Et voilà, donc je pense qu'il faudrait traiter tous les antidémocratismes de notre pays, et vous voyez ce que je veux dire. Il y a eu 2 attentats récemment, un commis par quelqu'un qui s'est radicalisé façon islamique, un autre venant de l'extrême droite en Allemagne, et ça peut viser aussi des mosquées, et pas seulement des synagogues ou autres. Donc, d'ailleurs, c'était le cas en Australie. Cette mondialisation de l'antidémocratisme. Donc, je crois vraiment qu'il faut évidemment, la laïcité fait aussi partie des valeurs fondamentales, mais justement, dans ce respect de la laïcité, il y a le respect de tous, et chacun a ses 30%, et notamment dans les jeunes, et ça c'est en effet la question extrêmement grave de ces 30% de jeunes, parce que c'est vrai que moi, quand j'ai dit les jeunes, en fait c'est les jeunes que je vois plutôt dans les établissements d'enseignement supérieur, etc., mais d'ailleurs il y a un peu de tout aussi, je vous rassure. Y compris à Sciences Po, à l'école normale et ailleurs. Et donc, je pense qu'il faut absolument lutter contre c'est ce que j'appelle les maladies chroniques, c'est comme le taux de ceci ou de cela dans le sang. Le moment où le chiffre devient en gras sur nos relevés sanguins, où la maladie chronique peut devenir mortelle.
Bien, on va prendre une dernière question, parce que là, on a un petit peu d'évolution, si on veut s'arrêter à peu près 5 minutes Je dois en profiter pour vous dire oui, juste parce que je devrais partir, moi, dans 5 minutes. Je reviens sur des choses très concrètes. Vous avez dit le suffrage universel est le palier de base. Et moi, je vais revenir sur ce qui se passe en France sur les retraites. Le président de la République a été élu très clairement sur la réforme des retraites. C'est partie d'un pilier de son programme. Est-ce que lorsque les forces démocratiques qui sont pour le jeu électoral, et qui veulent le respecter, s'opposent aujourd'hui et regroupent des gens aussi différents des cheminots ou les jeunes avocats pour lutter contre la réforme des retraites, je parle du Parti Socialiste, du LFI, des Républicains, même pas du Front National qui est pour le retour à 60 ans, mais ça c'est de la démagogie pure. Est-ce qu'ils ne sont pas dans un jeu démocratique dangereux? C'est-à-dire que l'opposition frontale, à une époque, c'était bien, pour qu'une expression s'amuse, quand on est dans l'opposition, c'est l'opposition frontale, mais est-ce qu'aujourd'hui on ne va pas passer à autre chose et les forces d'opposition respecter le suffrage universel qui a mis le président de la République et qui lui demande de faire cette réforme? S'il ne la fait pas, peut-être 30 chances d'ailleurs qu'il recule. S'il faisait du Chirac, il aurait déjà reculé, peut-être qu'il va aller un petit peu plus loin. Est-ce que ce n'est pas dangereux pour la démocratie, le non-respect d'une donnée comme ça, qui a été fondamentale? J'ai beaucoup regretté, moi, que l'on revienne sur la réforme de l'école en 84. Très bien, on va répondre à cette question. Moi, je veux dire juste un tout petit mot sur le principe. Éteignez là-bas, parce que ça va perturber. Juste un tout petit mot sur le principe, je ne suis pas compétent sur le fond, mais sur le principe, le problème n'est pas de contester ou pas. Il est évident que la contestation d'une réforme fait partie de la démocratie, qu'il y ait des manifestations. La manifestation fait partie des droits fondamentaux, évidemment. La question, c'est effectivement plutôt la limite de la contestation, dans la contestation, plutôt que interdire la contestation parce que justement il y avait eu un programme électoral qui fait partie, qui est le palier de base, mais qui n'est pas toute la démocratie, ce serait très grave aussi. Donc effectivement, il y a une tradition de contestation démocratique. Le problème, comme ça a été dit, c'est quand cette contestation peut devenir violente, c'est pas sur ce sujet quand même qu'elle est le plus violente en France. Et je pense qu'on peut, ce qu'il faudrait, c'est sans doute remettre à plat les partages. La justice sociale intergénérationnelle n'en est qu'une partie dans nos pays, les partages des biens dans nos pays. Mais c'est vrai que le fait de contester une réforme en soi fait partie de la démocratie. La question c'est comment et où est-ce que s'arrête la contestation démocratique. Merci. Dernier mot? Oui, rapidement, c'est une question qui appellerait, importante, qui appellerait à l'échange qui serait trop long ici. Mais au fond, ce que j'ai trouvé de très intéressant dans votre intervention, monsieur, c'est que vous soulignez, par la manière de l'énoncer, et vous avez raison, vous soulignez l'hétérogénéité sociale des opposants. Il y a des avocats, vous le disiez, il y a des régimes spéciaux et moi, ça me paraît intéressant parce qu'on ne fait plus cela aujourd'hui, même dans le débat public, tant nous avons pris l'habitude, et c'est une mauvaise habitude, de parler du peuple. Ça me frappe beaucoup. Je n'entends plus parler que du peuple. Même des personnes qui ont une culture politique de gauche. Ça peut vous surprendre. Mais pour moi, il y a les classes sociales. Il y a des intérêts divergents. On n'a pas tous les mêmes idées sur nos intérêts ou les intérêts de la communauté. C'est comme cela que nous avons fait de la politique, c'est comme ça que les discussions se font, c'est comme ça que la démocratie vit. Et depuis quelques années, et ça s'est propagé partout, hein, depuis quelques années, on parle du peuple, et le résultat de cet énoncé étrange, c'est évidemment que dans une sorte d'exercice de magicien, nous effaçons toutes les particularités, toutes les contradictions qui nous traversent, et nous nous déresponsabilisons. Nous ne sommes pas ces Français qui veulent la réforme, mais pas la leur, ou pas qu'on les réforme eux-mêmes. Nous ne sommes pas ces Français qui sont opposés à eux-mêmes en réalité. Et c'est ça, je dirais, la difficulté de notre situation. On ne peut pas exclure du système des responsabilités la collectivité dans son ensemble. Nous sommes nous-mêmes totalement responsables. Nous ne sommes pas d'accord entre nous. C'est très bien, mais c'est aussi un problème. Et le fait de ne pas l'énoncer en globalisant, en idéalisant ce collectif qu'est le peuple, c'est-à-dire une entité pure, victime, toujours bienveillante, et qui n'a comme seul ennemi que des élites globalisées et des étrangers,
qui sont aussi dans le peuple, mais le peuple d'ailleurs qui n'est pas accepté, eh bien, c'est une façon de ne jamais énoncer les problèmes. Et donc, au moins, dans la question que vous avez posée, moi, j'ai retrouvé cette énonciation, et c'est ce point-là que je voulais mettre en valeur. Merci beaucoup. Alors, merci.